Guys, allô, 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 j'espère que vous allez bien en ce mardi, fin de journée, je vais dire mardi après-midi. Donc j'espère que vous allez tous et toutes super bien en cette très belle journée, deuxième journée de notre semaine. On commence à compter les dodos jusqu'à notre grande conférence, on se rapproche. On se rapproche du jour J, donc réservez vos billets, s'il vous plaît, réservez vos billets, c'est pour la bonne cause. Quand tu réserves ton billet, tu fais deux en un, une action good vibe pour toi, donc tu te choisis, et une action où est-ce que tu spread love, tu propages de l'amour et de la positivité autour de toi, parce que l'argent qu'on récolte avec les billets, c'est pas de l'argent qui va dans la poche pour nous enrichir, nous les survivants, non, mais c'est pour aider, financer, assister un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux jeunes en difficulté. Alors, comme je l'ai dévoilé lundi, cette année, on vous garde la surprise sur qui est le fameux organisme qui recevra nos dons. Mais all I can say is que l'organisme qui recevra nos dons est un organisme dans leur mission, dans leur mandat, parmi les nombreuses choses qu'ils font, une des choses principales qui nous ont touchés, nous, l'équipe Survivant, est qu'ils aident les jeunes à sortir de la rue. Donc, ils font beaucoup de travail de rue. Ils ont beaucoup de travail social sur la rue pour vraiment aider les jeunes à sortir de l'itinérance et à faire ce qu'on appelle la réinsertion sociale. Youpidou, aujourd'hui, je l'ai eu. Donc, vraiment, réservez vos billets. C'est pas ce samedi, mais samedi prochain, ça se passe au métro Atwater, au 3040 rue Sherbrooke-Ouest, à partir de 15h. Ça va être un moment le fun, ça va être un moment good vibe, on va s'amuser ensemble, on va apprendre ensemble, et at the end of the day, on va cheers à un univers bienveillant. Et pour ceux qui se demandent cheers à un univers bienveillant, qu'est-ce que ça veut dire? Cheers à un univers bienveillant, c'est tout simplement notre manière, parce qu'il y en a qui croient à ce qu'on appelle la manifestation. Donc, je manifeste ça dans l'univers, je lance ça dans l'univers pour que ça puisse arriver dans ma vie, pour que ça puisse se chambouler, débouler dans ma vie. Il y en a d'autres qui croient à ce qu'on appelle la confession de foi. Il y en a d'autres qui croient à des paroles d'affirmation. Appelez ça comme vous voulez, comme vous le sentez, mais vraiment l'objectif c'est qu'à la fin de cet événement, après qu'on ait entendu comment est-ce qu'on peut bâtir des relations saines, des relations positives, des relations qui nous tirent vers le haut et non vers le bas, comment est-ce qu'on peut mieux résoudre nos conflits, comment est-ce qu'on peut mieux verbaliser nos besoins. Bref, après avoir appris tout ça, l'objectif c'est qu'on se regarde tous les survivants ensemble et qu'on lève notre verre et qu'on se dit: moi, Benisha, je suis une survivante et je mérite d'avoir un univers relationnel bienveillant, et je lance ça comme demande à la terre, je lance ça comme demande à l'univers, et c'est ce qui va se passer parce que je l'ai confessé de ma bouche, et le reste, ça sera juste une suite de ce que j'ai confessé dans mon mindset. Donc, c'est pour ça qu'on a donné ce thème. C'est pour la belle action que nous allons faire tous ensemble, les survivants, l'action poétique, l'action prophétique, l'action de manifestation. Again, appelez ça comme vous voulez, comme vous le sentez. Mais c'est pour cette belle action que nous allons faire tous ensemble en tant que communauté, parce que nous méritons d'avoir un univers bienveillant, et ça commence par nous en le croyant, nous en le demandant, et nous en cherchant à l'avoir. Donc aujourd'hui, on n'est pas là pour parler nécessairement du 22 juillet, même si on profite de chaque occasion pour vous rappeler de réserver vos billets qui sont disponibles sur notre lien Eventbrite qui est dans notre bio Instagram. Aujourd'hui, mes amis, on a un autre live avec un invité. J'ai là pas mal de trucs. On dirait que j'ai mangé un sac de bonbons. Bref. On a un live avec une invitée qui s'appelle Tabitha. Elle a une histoire incroyable. Je me souviens encore quand j'ai eu à faire le Zoom avec elle pour qu'on prépare le live de ce soir. Elle me partageait son parcours. C'est une mère, c'est une entrepreneur. C'est vraiment une battante. C'est vraiment une guerrière. Et aujourd'hui, elle va nous transmettre un peu de cette énergie de battante, de guerrière, pour qu'on puisse tous se lever et partir à la poursuite de nos rêves. Alors, c'est vraiment de ça que nous allons parler ce soir avec notre invité du jour. D'ailleurs, je vais déjà commencer à aller chercher mon coéquipier Olivier, qui est celui qui va animer, host le live avec moi ce soir.
et à chercher aussi Tabitha, notre invitée du jour. Donc c'est ça, on a vraiment hâte de recevoir Tabitha. Tabitha, comme j'ai dit, c'est vraiment une battante. Donc c'est une mère, c'est une épouse, c'est une immigrante. Donc toutes ces choses font d'elle une véritable survivante. Elle n'a pas voulu suivre les normes de la société et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui avec elle. L'importance de ne pas suivre nécessairement les normes de la société, savoir quand est-ce qu'il faut peut-être les suivre, quand est-ce qu'il faudrait peut-être pas les suivre, je veux dire, je pense qu'il y a certaines normes qui sont faites pour être suivies. Hein. Si on te dit qu'il y a un arrêt quand tu conduis la voiture, peut-être faire l'arrêt, pas te dire que non, je suis un survivant et moi je ne suis pas les normes. Bref, donc avec Tabitha, c'est de ce qu'on va parler. Et entre-temps, j'en profite pour faire des petits rappels. Donc, pour le 22 juillet, si vous venez à partir du métro, donc vous venez à partir de la station Atwater et que comme moi, vous n'avez pas le sens de l'orientation nécessairement, il y aura des membres de l'équipe survivante qui seront là avec des pancartes prêts à vous accueillir pour vous dire c'est par ici monsieur, c'est par ici mesdames. Donc vous aurez juste à les suivre, ils vont vous accompagner jusqu'à la salle, mais ce n'est pas pour une période illimitée. Donc c'est-à-dire qu'à partir de 16h40, les membres de l'équipe survivante ne vous accompagneront plus à la salle de l'événement. Donc à partir de 16h40, on arrête de vous accompagner à la salle de l'événement et à partir de 16h40, notre billetterie ferme. Donc pour ceux qui se disent « Oh, moi je vais… » Ah, j'ai vu que notre invité m'a envoyé la demande, je la fais en compte. Et là, notre invité, pardon, va rentrer dans quelques secondes. Ok, yes. Hello. Ça va? Ça va super bien, toi? Oui, j'espère que vous m'entendez bien. Moi, de mon côté, je t'entends super. Je sais pas si tu as entendu la petite introduction que j'ai faite de ton sujet. Ah Je t'entends bon? dire comment tu étais Non! une femme Ah battante, oui, une merci. guerrière. Ça fait J'espère que ma connexion va tenir parce qu'il y a eu un orage hein, qui a tout coupé. Sérieux? Oui, à Gatineau, donc j'espère que ça va tenir. Là, ça va. On dit que ça va tenir jusqu'au bout. On espère que la température ne nous fera pas défaut. De toute façon, on est avec deux femmes guerrières. On sait que température ou pas température, C'est ça. ce qui doit être délivré ce soir sera délivré. Exactement. Mais sinon, Tabitha, comment ça va? Présente-toi. Moi, j'ai dit beaucoup d'éloges, mais Oui. vaut mieux que ça sorte aussi de la bouche de la personne. Oh. Me présenter. Moi, je m'appelle Tabitha ML. ML, c'est pour mon nom de famille, Mbimba Lusala. Et je suis maman de 5 enfants. Et je suis entrepreneur. J'entreprends dans l'événementiel. Je suis aussi formatrice. Je forme des groupes et des personnes en individuel sur comment découvrir son talent. Et voilà, je suis née en France, grandie en France et je suis arrivée au Canada il y a 3 ans et demi maintenant. Et je suis fièrement d'origine congolaise de la République démocratique du Congo. Voilà, en bref. Yes. Ouais. Moi, c'est le. Après les 5 enfants, c'est comme tout ce que tu dis. C'est comme, ah, elle a 5 enfants et tout Oui. ça. Oh my God! Ah ouais. Comment est-ce que tu fais pour tenir tous tes chapeaux avec 5 enfants? On va dire que c'est ma motivation, mes enfants. C'est mon. À part ma foi, mes enfants et mon mari, ma famille, c'est mon essence. C'est ce qui fait que ma voiture roule, quoi. C'est. Waouh. C'est 4 enfants que j'ai portés et il y a ma belle-fille qui nous a rejoints il n'y a pas longtemps. Donc, c'est ma fille aussi, donc 5 enfants. Voilà. Wow. Déjà, tu as mon admiration pour ça. Chapeau, révérence. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, Tabitha, on va parler de l'importance de découvrir son talent, qui est ce que je vois ta passion aussi, c'est ce que tu fais dans ton quotidien, de motiver les gens à découvrir son talent. Pourquoi peut-être que c'est important de découvrir son talent? Je veux dire, moi, je connais certaines personnes qui disent que pas qu'ils sont, qu'ils ils sont pas nécessairement talentueux, que pour eux, je veux dire, il n'y a pas un truc dans lequel ils se sentent bonne à faire, puis que suivre la voie de papa, maman qui a tracé pour eux, c'est ce qui est plus convenable parce que ils n'ont pas nécessairement quelque chose qui sont bons à faire. Qu'est-ce que tu penses? En fait, c'est la société qui leur a dit ça. Donc, comme la société leur a inculqué ça, ils pensent que c'est vrai.
Mais c'est faux. Tout le monde a minimum un talent. Je dis bien minimum un. Il y en a qui en ont plusieurs, il y en a qui en ont un. Mais même avec ton un talent, là, ton seul talent, tu peux faire des exploits. Donc, moi-même, j'étais comme ça. Moi-même, je pensais n'avoir aucun talent. Je disais, de toute façon, je ne sais rien faire, ni avec mes mains, ni avec ma tête. On m'avait orienté pour faire de la comptabilité. Et puis, j'avais des très bonnes notes en comptabilité, malgré que je n'aimais pas. Mais je m'en sortais super bien. J'ai eu mon bac sans faire d'efforts. Donc, je me disais, oh, ben, c'est ça. Malgré que je m'ennuyais, je me disais, ben, c'est la société qui fait que c'est comme ça. Ben, jusqu'à ce que le temps passe et que je voyais que je n'étais pas heureuse pour moi. C'est important de découvrir ton talent parce que ton épanouissement est dans ton talent, tout simplement. Ta mission de vie est dans ton talent. Donc, au bout d'un moment, tu peux forcer à l'ignorer. Tu peux continuer à l'ignorer pendant des années, mais au bout d'un moment, le talent va te rappeler. Comme il m'a rappelé moi. Voilà. Est-ce Oh, oui. que tu as un exemple concret? Je sais que tu avais un peu commencé à dire que toi, justement, tu es en comptabilité. Encore une fois, chapeau, parce que j'ai essayé la comptabilité. C'était vraiment pas pour moi. C'était vraiment pas pour moi. Tu étais dans la comptabilité, ça allait, mais tu n'étais pas heureuse. Comment est-ce que tu as fait ce déclic que, Alors, mon père m'a orienté automatiquement vers la comptabilité parce que mon père voyait les métiers de bureau. Mon père, c'est un Congolais très fier de l'être et très, voilà, avec la mentalité qui va avec. Malgré que j'aime mon père de tout mon cœur, je l'aime trop, mon papa. Mais voilà, il te faut un métier de bureau, c'est l'avenir. Donc, il ne m'avait pas trop laissé le choix. Donc, je me suis orientée automatiquement vers la comptabilité. Mais je m'en sentais très, très bien. Vraiment, je m'en sentais bien. J'aime beaucoup. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les chiffres. Les chiffres ne me dérangent pas. Mais j'ai travaillé dans la comptabilité peu de temps parce que je me suis vite ennuyée. Je me suis dit, attends, je vais passer toute ma journée derrière un bureau comme ça, mais c'est pas moi. En fait, ça n'avait rien à voir avec ma personnalité. Moi, je suis quelqu'un d'extraverti. Moi, je suis quelqu'un d'extraverti, mais enfermée derrière un bureau de 9h à 17h, je m'ennuyais totalement. Donc, ça va 1 an, 2 ans. Après, au bout de 2 ans, je me suis dit, bon, bah là, je vais changer de métier, je vais changer de filière parce que je pense que j'aime pas. Ensuite, je suis partie dans les assurances. Non, je suis partie dans la vente. Oui, je suis partie. C'est ça le problème quand tu ne découvres pas ton talent. Tu vas tourner en rond. Oh, j'ai tourné en rond pendant plus de 10 ans. Alors, je suis partie dans la vente. Je travaillais dans une parapharmacie où je vendais des produits cosmétiques. J'aimais beaucoup. Franchement, j'aimais beaucoup. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est vraiment conseiller les gens. Donc, ça, et je ne savais pas que c'était un talent. Et encore, bref, une partie de mon talent. Donc, j'aimais ça parce que j'aimais beaucoup conseiller les gens. C'est ça que j'aimais beaucoup, le service à la clientèle, tout ça, j'aimais beaucoup. Mais je me suis dit, et puis, les parents africains, toi, toute ta vie, tu vas être vendeuse. Hein, chérie? Toute ta vie, tu vas être vendeuse, ça, c'est pas un métier. Oh, j'entendais tout ça tout le temps. Ça, c'est pas un métier. Après, j'ai commencé à me dire, bon, j'ai eu mes. Après, j'ai eu les jumelles. Entre-temps, j'ai eu mes filles. Mais ma première grossesse, c'était des jumelles. Donc, je me suis retrouvée. Je me suis retrouvée très vite. Il fallait que j'arrête de travailler parce qu'au bout de 3 mois de grossesse, j'étais KO. Et pendant ma grossesse, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup pris sur moi. Et quand mes filles sont nées à 6 mois, j'ai dû retourner travailler. J'ai travaillé, je me suis orientée vers l'accueil, hôtesse d'accueil. Donc là, je vous parle de 3 choses: comptabilité, conseillère de vente, hôtesse d'accueil. Hôtesse d'accueil. Pas oui, comment je m'ennuyais. Oh là là. Toute la journée, il fallait être là, donner des badges. Oh non, non. Je le faisais parce que après, je me suis dit, bon, je vais rester là parce que j'ai pas le choix. Maintenant, j'ai des enfants, j'ai des responsabilités. Je vais rester là. Mais j'étais tellement malheureuse. J'étais pas épanouie. Il me manquait quelque chose. Mais je persistais et je pensais pas que c'était par rapport à mon métier. Je me disais que c'est tout le monde qui est comme ça, et c'est pas tout le monde. Il y en a qui aiment leur métier, il y en a qui l'aiment pas, il y en a qui l'aiment pas. C'est la vie, c'est la routine, comme on dit en France, métro, boulot, dodo, c'est comme ça. Après, je suis tombée enceinte de mon fils, j'ai fait un retour de couche, je suis tombée enceinte de mon fils. Et je me suis vite retrouvée avec 3 enfants. Voilà. Et c'est quand je me suis retrouvée avec mon 3e enfant. Et entre-temps, j'ai été ballottée, j'avais plus de logement. Donc, j'ai été ballottée avec mes enfants d'hôtel à hôtel à hôtel. Je ne sais pas si au Canada, c'est ce système-là, mais en France, il y a beaucoup de systèmes du 115. J'ai ballottée d'hôtel à hôtel le temps qu'on se trouve un foyer. Après, je me suis retrouvée en foyer avec mes enfants. J'ai regardé mes enfants, j'ai dit non. Là, là, Priscilla, il faut que tu trouves une solution parce que tu ne vas pas avoir une vie de foyer avec 3 enfants dans les bras. C'est pas possible.
bats-toi, fais quelque chose, prends ta vie en main. Et malgré ça, mais je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment faire en fait. Moi, à cette époque, je n'avais pas d'ambition, moi, je n'avais pas de vision. On m'avait dit que la femme, la vie de la femme, c'est de se marier, avoir des enfants. Donc là, j'étais déjà en couple, j'étais dotée. Mon mari m'a la dot. Et puis j'avais mes 3 enfants. À l'époque, j'avais 3. Donc je me dis, bah, c'est bon, je suis censée être heureuse. Puisqu'on m'a toujours dit ça toute ma vie. Mais je voyais que j'étais toujours pas heureuse. Mais qu'est-ce que c'est? Mais je comprenais pas que c'était ça. Parce que pour moi, j'ai pas de talent, c'est impossible. Je croyais pas en la destinée. Comme dit, oui, destinée, talent, truc, n'importe quoi. J'étais sans vision, sans ambition. Le temps passe, je tombe là, je fais mon mariage, le grand mariage avec les strass et les paillettes. Je me dis, ah ouais, là, c'est bon, tout va bien se passer. Je tombe enceinte de ma fille, la 4e. Et là, ça va toujours pas. Je dis non. Là, quand j'ai accouché ma 4e, j'ai fait une dépression. Mais vraiment, j'ai jamais été dans cet état de toute ma vie. J'ai pris 40 kilos, je crois. Ouais, entre mes enfants. Ouais. Car je me suis retrouvée à 130 kilos. Oh my God. Je me suis retrouvée à 130 kilos. Mais 130 kilos. J'avais commencé déjà à prendre du poids au fur et à mesure, mais en 2015, j'étais à 130 kilos en 2015. Et ma fille, j'ai eu en 2018. Donc, j'avais commencé déjà un peu à perdre du poids. Mais voilà. Donc, pour te dire tellement la dépression, dans quel état ça m'a mis. Et quand j'ai eu ma 4e fille, j'ai dit non, il faut que je fasse quelque chose. Et là, ma cousine qui vivait à Ottawa, ça c'est en 2018. Ma cousine qui vivait à Ottawa avait invité mes parents à Ottawa la voir. Mes parents sont partis à Ottawa 2 semaines. Ils sont revenus, ils ont pris chacun 10-15 kilos. Je dis, mais attends, c'est quoi ce pays là où vous prenez du poids, vous restez 2 semaines, vous prenez du poids? J'ai dit, attends, c'est quoi ce bordel? Moi aussi, je vais y aller. Moi aussi, ça. Ma mère a pris 15 kilos, mon père il a pris 10 kilos en 2 semaines. Je dis, mais attends, c'est ça le Canada, là, votre Canada? Ma soeur, elle avait été, mon frère, il avait déjà été, mes parents avaient déjà été, moi, j'avais jamais été à cette époque-là. Alors, j'ai dit, bon, ben, moi aussi, je vais aller. J'ai appelé ma cousine, j'ai dit, j'aimerais venir te visiter, je vais pas bien, je lui ai expliqué un peu que j'étais pas bien, tout, et que ça allait me faire du bien. J'ai expliqué à mon mari, il m'a dit, ok, du coup, en octobre 2018, je suis venue au Canada avec mon fils. Mais je suis restée 2 semaines. Et les 2 semaines que j'ai fait à Ottawa, c'était. Depuis que j'étais née, à cette époque, j'avais 32 ans. Je me suis jamais sentie chez moi comme quand je suis au Canada. Ouais. Pourtant, on est en France, j'ai grandi en France, j'ai fait toutes mes études en France, tout. Mais pour te dire, en France, je me sentais des fois française, des fois congolaise, ça dépendait des jours. Parce que, bref, c'est un autre sujet, on va te faire sentir. Tu es née en France, mais on va pas comprendre que tu es non congolaise parce que tu es noire, bref. Donc, je me sentais pas chez moi, mais quand je suis venue ici, parce que maintenant je suis ici, donc je me suis sentie chez moi. Et en 2 semaines, ma cousine, elle m'a tellement parlé, elle m'a encouragée. Et je me rappelle une fois, on avait fait un tour de voiture comme ça, et puis elle m'a emmenée dans un quartier très chic à Ottawa. Et puis elle s'est arrivée devant une très belle maison. Elle me dit, regarde la maison. Je dis oui, elle me dit, mais tu sais que tu peux la voir. Je dis non, c'est impossible. Je vais commencer par où? Je tourne en rond, j'habite dans une cité, dans un quartier, dans une banlieue parisienne. Moi, ça va commencer par où que j'aurai une maison comme ça? Je suis sous-payée, je gagne à peine le SMIC, tout mon argent va dans les factures. Je suis dépassée par les factures. Ça, elle dit, et c'est là qu'elle m'a dit, bah, tu sais, dans la vie, il faut avoir une vision, il faut avoir des ambitions, mais surtout, il faut avoir la foi. Et avec ta foi, là, tu sais que ça, tu peux l'avoir. Et tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Elle m'a emmenée au concert de Sinache. Sinache, elle a commencé à parler de destinée. Mon Dieu, c'était comme les 2 semaines que j'ai fait. Oh mon Dieu, en plus, je me rappelle de ce concert. Le concert en 2018, c'est le concert qui a bouleversé ma vie. Ça, c'est le concert qui a bouleversé ma vie. En même temps, elle chantait, en même temps, elle prêchait, elle encourageait. Et quand on me dit, il y a le maire d'Ottawa qui est venu, qui était au concert. Ma cousine dit, regarde, c'est le maire d'Ottawa. Je dis, quoi? Qu'est-ce que le maire? C'est comme si le maire de Paris, il vient à un concert, je sais pas, un concert chrétien, jamais de la vie. J'étais choquée. Le maire d'Ottawa, il vient, et puis tu vois tous les pasteurs qui l'entourent, qui prient pour lui. J'étais choquée. Moi, en vraie française parisienne. Donc, c'est comme si Anne Hidalgo, là, elle a un concert de Sina, je sais pas, un concert à Paris, et puis on prie pour elle. J'ai dit, mais c'est quoi ce pays? C'est quoi? Oh mon Dieu!
J'ai dit non, 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 non. C'est ici que je dois venir, c'est ici que je dois grandir, c'est ici que mes enfants vont grandir. Mon fils, il était épanoui. Mon fils, quand j'ai quitté la France, il faisait pipi au lit. Il avait 5 ans, il faisait pipi au lit. Dès qu'on est arrivé ici, pendant les 2 semaines, il a arrêté de faire pipi au lit. Quand on est rentré, il a arrêté définitivement de faire pipi au lit. Il a plus. Oh oui, oui. J'ai dit non, non, je vais faire tout pour vivre au Canada. Et mon fils, il m'a dit, maman, promets-moi qu'on va vivre au Canada. J'ai dit, mon fils, je te promets, je ne sais pas comment je vais faire, mais je te promets. Et quand je suis rentrée, ben, j'ai fait les démarches de PVT en France, permis vacances-travail. C'est des tirages au sort. Et au bout de 5 mois, j'ai été tirée au sort. Et je suis venue au Canada ben, en janvier 2020. D'abord toute seule. Ensuite, mes enfants m'ont rejoint 1 an après. Ensuite, mon mari m'a rejoint 1 an et demi après. Et je parle de tout ça parce que tout ça, c'était c'était quand je me suis assise et j'ai dit que je dois être épanouie. Mon épanouissement va aller dans la découverte de mes talents. En fait, il faut que je sois moi parce que jusqu'aujourd'hui, je suis maman, je suis la mère de mes enfants, je suis la femme de mon mari, mais moi, je suis qui? Moi, je suis qui? Et là, partir au Canada, c'était ma décision, c'était pas la décision de mon mari, c'était ma décision. Et pour une fois, je ne m'écrasais pas. Je dis à mon mari, on va y aller. Et c'est pour nous, et je sais que c'est là-bas qu'on doit aller. Tu vois? Pour une fois, j'étais moi, et j'ai décidé d'être une femme, j'ai décidé d'être moi. Et quand j'ai décidé d'être une femme, c'est là que j'ai ouvert mon association Cité de l'Espoir, c'est là que j'ai commencé à entreprendre, c'est là que j'ai cherché mon talent, et j'ai découvert que mon talent, bah, j'avais le talent d'oratrice, c'est là que j'ai découvert mes talents. Je dis, bah, ok, mon talent, c'est ça, qu'est-ce que je vais en faire maintenant? Parce que c'est bien de découvrir son talent, mais il faut aussi chercher à le monétiser, à en vivre, à le fructifier. Je dis, ok, qu'est-ce que je vais en faire? Priscilla, tu as la facilité de parler, tu as une aisance relationnelle, tu as la facilité, tu es une bonne oratrice, bah, ok, c'est que je peux animer. Voilà. Et c'est comme ça que je suis devenue animatrice. Un métier que mon père disait à l'époque que c'est pas un métier, ça. Ça, c'est pas animatrice, de quoi tu parles? Ça, c'est pas un métier. Ben, maintenant, j'en vis, tu vois. Maintenant, j'en vis. Je suis animatrice. Et puis, voilà. Je pense que je vais parler du Seigneur parce que je suis chrétienne, mais je suis une femme de foi. De la découverte de son talent, c'est aussi une question de géographie. Si tu es au bon endroit, et ben ton talent va exploser. Mais si tu es au mauvais endroit, là, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc, moi, mon talent me demandait de quitter la France pour aller au Canada parce que ma vision était tellement grande de la France pour ne pas porter cette vision. Il me fallait un pays vaste. Il me fallait de l'espace vert pour porter. La France, c'était pas possible. Donc, le Seigneur, il m'a dit, va dans ton canal, sors d'Égypte, va dans ton canal là-bas. Ah oui! Oui. C'est quand je suis arrivée ici au Canada. Malgré c'était difficile parce que sachez aussi que le talent demande des sacrifices. Oh! Le talent là, c'est sortir de sa zone de. Quand tu fais le choix de vivre de ton talent, eh ben, mon Dieu, c'est comme si tous les vents contraires vont venir sur toi. Oh! Tous les vents contraires vont venir sur toi et vont dire, toi, tu te prends pour qui? Hein? Donc, toi, là, tu veux être heureuse. Jamais. Attends, tu vas voir. Tu vas te décourager. Ça va être les amis, ça va être l'entourage, ça va être des gens qui vont te parler du jour au lendemain, tu ne vas rien comprendre. Les gens avec qui tu mangeais, les gens qui mangeaient chez toi, ils vont commencer à t'insulter. La diffamation. Oh, oh! Maman, la découverte de ton talent, là, ça demande d'avoir le courage. Et ça demande de fermer ses oreilles et vraiment d'être déterminé. Et moi, je savais pourquoi j'étais là. J'aurais pu faire demi-tour parce que j'ai fait mes enfants qui étaient censés me rejoindre 2 ou 3 mois après, ils m'ont rejoint 1 an après. J'aurais pu faire demi-tour. Et puis, j'étais maman de 4 enfants. Et ma dernière avait même pas 2 ans quand je suis venue ici. Alors, imagine, dans la communauté congolaise, là, regardez-moi celle-là. Elle trompe son mari. Elle est partie vivre là-bas parce qu'elle a un gars là-bas. Elle a abandonné ses enfants. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Mais moi, je connaissais mon pourquoi. Vous comprenez? Je savais que c'était ma mission de vie de passer au Canada. Voilà. Donc, je devais y rester. Je devais fermer mes oreilles malgré les défis. J'avais fait une demande pour que mes enfants me rejoignent. Mais ma première demande, elle a été refusée. Oh my God. Et puis, refus pour raison non essentielle. Les enfants que moi-même j'ai portés. Oh, on me dit que c'est de raison non essentielle. Mais 9 mois que j'ai porté là, non essentiel. Oh, j'ai insisté, je suis partie déranger le député de la ville où je vivais.
Dans le talent, dans la vie, il faut être violent. Hein. Je suis partie Mais oui. harceler le député. J'ai dit, écoutez, on m'a refusé de faire venir mes enfants. Moi, j'ai besoin de mes enfants. J'ai fait des lettres, des courriers. Le député m'a aidé. Il a contacté RCC et mes enfants m'ont rejoint. Ensuite, il fallait faire venir mon mari. Tout ça pour vous dire, c'était pas facile. C'était pas facile, mais je me suis accrochée parce que je savais mon pourquoi. Je connaissais mon pourquoi. Et dans toute cette souffrance-là, mon talent était toujours là, je continue encore. Il y avait des fois, je devais animer des événements, j'étais tellement abattue, genre pendant 1 heure, j'avais pleuré, mes yeux étaient gros. Mes yeux étaient gonflés comme ça. Mais il y avait une voix intérieure qui me disait, Priscilla, tu l'annules pas. Vas-y, tu es un soldat. Dans ton talent, il faut être diligent, il faut être courageux, il faut être endurant, il faut être un soldat. Tu sèmes, je semais. Même si tu ne vois pas Priscilla, même si tu ne vois pas, tôt ou tard, bah, tu vas récolter que ça va exploser. Voyez. Alors, même dans ma galère, là, même dans mon manque, même dans ma misère, je continue encore. J'allais animer des événements. Des fois, on m'invitait là-bas, j'allais à gauche, j'allais à droite, j'allais faire des conférences, des petites conférences. J'étais invitée à des panels. Mais j'étais pas bien dans ma vie. Les gens pensent que ça y est, bon, bah, c'est bon, tu as une entreprise, tu vis ton talent, tout va bien dans ta vie. Moi, je ne suis pas là pour vous mentir, c'est tout le contraire, tous les premières années, c'est tout le contraire. Parce que quand tu décides de vivre, donc d'activer ta mission de vie, c'est comme si tu déclarais la guerre, donc tout le négatif qui existe sur la terre va venir s'acharner sur toi. Prenez. Mais malgré ça, je n'ai pas abandonné, et ça a payé. Aujourd'hui, je suis avec mes enfants. Avant, j'étais à Sudbury, maintenant je suis revenue vivre, je suis à Gatineau. Mes enfants sont là, mon mari est là. Et puis, j'attends mon 6e enfant, vous voyez. Donc, c'est ça. Je suis toujours dans l'animation. Mon entreprise, elle continue à être fructifiée. On m'invite à gauche, à droite, à des événements. Dernièrement, je suis partie animer un événement, un gros forum provincial organisé par IRCC. Tu sais, il y a 4 ans, quand je suis arrivée, j'aurais jamais imaginé ça de ma vie. Jamais que moi, la comptable là, qui se faisait chier derrière son bureau, et que personne n'avait misé sur elle là, qu'on disait qu'elle ne sert à rien, qu'elle ne vaut rien, que moi, je vais animer un événement avec 200 personnes comme ça, des grandes personnalités, des gens du RCC, des directeurs, des organismes francophones, tout. Vous voyez, aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, je me suis fait repérer par une émission 180 qui m'ont invité, qui m'ont interviewé. Je suis passée à cette émission-là, je suis passée à la télévision. Je n'aurais jamais imaginé faire tout ça. Vous comprenez? Et je ne suis même pas arrivée là où je dois aller, parce que moi, j'ai dit ma finalité, là, c'est la télé. Ma finalité, là, c'est mon talk show. Voilà. Yes. J'arrive bientôt. Yes. Ça, là, c'est ça, là. Et vous allez vous rappeler de cette entrevue que j'ai. De cette entrevue. Mais oui. Dans les chaînes canadiennes, là. Yes. Voilà. Yes. Donc, oula, je suis un peu sortie de ta question, là. Je me suis un peu éparpillée. Mais il fallait que j'essaie. Non, mais quand tu parlais, il y a 3 choses que tu as dites que j'ai énormément aimées et sur lesquelles j'aimerais qu'on creuse. Déjà, la première, tu as beaucoup fait référence à ce que ton père te disait qui était un bon métier d'avenir, était la bonne, the perfect picture. Avoir le mari, les enfants et un métier qui est considéré comme respectable, honorable aux yeux de la société. Et que même des fois, quand tu étais plus jeune, tu disais vouloir une certaine chose et qu'ils te disaient non, 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 ça, c'est pas des choses qui payent, c'est pas des choses qui payent, et te rediriger. Je veux dire, je sais que beaucoup de parents le font, que ce n'est pas avec quelque chose qui est mauvais derrière. C'est vraiment pour le bien de leur enfant nécessairement, mais ils ne réalisent pas les effets néfastes que ça peut avoir sur eux. Toi, selon toi, c'est sûr que toi, déjà, tes parents. Donc, selon toi, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de tomber dans ce piège, autant en tant que parents, de pousser nos enfants vers une direction qui n'est pas nécessairement la leur, et en tant qu'enfant, comment est-ce que tu peux faire pour comprendre que, OK, voici la volonté de mes parents, mais je dois me dissocier de cette vérité qui est la leur pour chercher quelle est ma propre vérité à moi? Ben, en fait, nous, la génération là que... moi, mes parents sont nés et grandis au Congo. Et puis moi, je suis la première génération qui veut... Excuse-moi, la personne avec qui on devait faire le live, elle vient juste de... OK. Donc toi, t'es né au Congo, t'es pas né en France? Non, moi, je suis née et grandie en France. C'est mes parents. Okay. Au Congo. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah. Oui. Donc du coup, c'est comme si moi, j'étais la première génération, moi, mes sœurs, et puis nous tous qui représentent
qui avons ces deux cultures, qui portons ces deux cultures. C'est comme si on était la première génération du choc culturel, tu vois. Parce que mes parents ils m'ont élevé dans la culture congolaise en France. Donc à l'école, j'ai la culture française et à la maison, j'ai la culture congolaise, tu vois. Après, moi, j'étais quelqu'un qui faisait tout ce que mon père disait. Parce que mon père, c'était mon roi, c'était mon Dieu. C'était comme, je ne voulais jamais contredire mon père. Voilà. Contrairement à ma grande sœur qui faisait tout le contraire de ce que mon père disait, et ça l'a aidé. Ben moi, j'étais quelqu'un, je faisais tout ce que mon père disait, tu comprends? Et j'ai vu que ça m'a C'était mené la combienième la de la deuxième. famille, par curiosité. La deuxième, ouais. Et en fait, j'ai vu que ça m'a mené à rien. Au contraire, j'ai tourné en rond. Et mon père, en fait, à l'heure où je te parle, c'est comme s'il avait un regret. Dernièrement, il était là. Et quand il voit tout ce que je fais, mon père me dit, je suis fière de toi. C'est comme s'il avait un regret parce qu'il a vu toutes ces années où j'ai tourné en rond. Il m'a vu dans tous mes états. Il m'a vu quand j'étais obèse, que je suis 130 kilos. Il a vu dans mes malheurs. Il m'a vu quand j'allais chercher du travail, je trouvais. Il m'a vu dans tous mes états. Et maintenant qu'il me voit comme ça, que je suis heureuse, épanouie, quand il voit que sa fille, elle est demandée là-bas, tu sais, ça lui fait plaisir. Il me dit, oh mon Dieu, ma fille, je suis fière de toi. Donc, je pense que, bien moi, ayant vécu ça, je ne veux pas que mes enfants vivent ce que j'ai vécu, déjà. Donc, moi, avec mes enfants, là, j'ai ma belle-fille a 17 ans, je ne vais jamais la forcer à faire un truc qu'elle ne veut pas. Tu comprends? Moi, je vais la conseiller. Je vais la conseiller. Si je vois je lui dis, écoute, regarde tes compétences que tu as appris à l'école, mais regarde les compétences aussi qui sont en toi. À l'école, tu apprends. Mais en toi aussi, tu as des compétences innées. Et prends ces deux choses-là et choisis ton métier. Tu comprends? Voilà. Et ça, je dis ça à mes enfants, même les autres qui vont suivre, c'est ça. Je ne vais jamais la forcer à aller faire un truc parce que c'est mieux payé, parce que c'est parce que nous, nos parents, ils voulaient qu'on soit des médecins, des avocats. Si ma fille, elle veut être chanteuse, elle veut. Elle veut. Si mon fils veut être footballeur, mon fils veut être Easy, il veut être Kylian Mbappé. C'est mon fils, vas-y. Et mon fils sera milliardaire et avoir dedans. Qui va refuser? Donc si je comprends bien, dans les relations familiales, même si c'est ton père, si tu vois que ton père est dans la mauvaise route, il faut prendre le courage de lui dire non, papa. Et là, ma soeur, vraiment... elle a pu faire ce qu'elle voulait faire. Et aujourd'hui, elle est entrepreneur. Elle fait ce qu'elle fait. Elle vit en Martinique, là-bas au soleil. Elle est entrepreneur parce que ma soeur, elle disait non. Tu comprends? Mais moi, je n'osais pas. Donc, du coup, j'ai tourné en rond pendant 10-15 ans. Tu vois? Après, ça, c'est un regret que mon père a. Et la fois, je l'ai rassuré. Il dit, papa, tu sais que même malgré ce temps où j'ai tourné en rond, bah, j'ai quand même appris des compétences à gauche, à droite. Et ces compétences-là, j'utilise. Et puis, mon histoire, elle sert à quelqu'un d'autre, à d'autres personnes. Donc, je n'ai pas vécu ça pour rien. Donc, il ne faut pas regretter, en fait. Tu vois? Mais je sais que c'est un regret qu'il a. Il regrette beaucoup. Mais tu as mentionné aussi quelque chose de très important. Tu as dit notre mentalité africaine, surtout au Congo et tout. Mais tu ne penses pas que quand on est déjà né là-bas, on a déjà ce père-là qui est né en nous que tout ce que papa dit est bon. Ouais. Donc, comment je vais commencer à formuler une phrase pour dire à mon père, regarde papa, t'es en tort. C'est un manque de respect. Tu lui manques de respect. Ben, il faut oser. Il y a des manières de, tu comprends? Si tu viens devant ton père, tu dis, non mais là, papa, t'as tort. Tu sais très bien qu'il ne va pas t'écouter. Donc, fais-le. Moi, c'est ce que je dis à mes enfants parce que je suis mariée aussi avec un bon Congolais né au Congo. Vous comprenez? Je suis mariée avec un bon Congolais né au Congo. Donc, je le vois des fois quand mes enfants viennent lui dire un truc. Et puis, mes enfants, ils sont nés en France. Et puis là, ils grandissent au Canada. Donc, ils n'ont rien à voir avec la mentalité africaine. Donc, comme leur papa a tort, il dit, mais papa, c'est pas ça. Après, des fois, il leur dit, mais tu dis que je comprends rien. Tu dis que je suis bête. Et puis, tu vois les enfants, sur le coup, elles disent rien. Mais après, elles reviennent vers lui, disent, papa, tu sais, la dernière fois, j'ai pas dit que c'était bête. J'ai juste dit que ça. Après, il dit, oh, il fait le fier, il dit, ah, d'accord, il vient me voir, il dit, oh, tu sais, vraiment, Elisa, elle est venue me voir, elle m'a repris, tout ça. Après, il reprend sur lui et il réfléchit. Mais c'est vrai que je reconnais quand tu dis que tu ne peux pas venir comme ça parce qu'ils le prennent comme un affrontement. Je pense qu'il faut avoir une méthode, trouver la bonne méthode selon le caractère. Ouais. Ah ouais. Donc,
doit mettre en tête aussi, dans tout ce qu'on appelle relation, que ce soit amoureuse, amitié, on doit appliquer la transparence et la communication dans tout. C'est Oh, important. tellement important. La communication, c'est trop important. Ça évite les parasites, ça évite les interprétations. Ça évite, on dit le manque de communication, on détruit des mariages, hein, des mariages qui n'étaient même pas censés être détruits. Mais à cause du manque de communication, il y a des mariages qui ont été détruits, mariages détruits, des enfants, des destinées qui ont été déroutées, tu sais. Donc, oui, la communication, c'est la base de tout, comme tu dis, que ce soit en amour ou en amitié. Ok. J'ai beaucoup aimé ton exemple avec ton père parce que toi, ça me fait penser comme moi, fallait que j'annonce à mon père que finalement, j'ai décidé de faire un bac en communication, que j'avais vraiment laissé la comptabilité et l'administration derrière moi. J'avais tellement peur que la lettre vienne dans la boîte de poste. Je priais, j'étais comme Seigneur, parce que ce soit moi qui ouvre la boîte aux lettres avant lui, qui ne voit pas la lettre, parce que je ne savais tellement pas comment lui annoncer ça. J'avais peur de la confrontation, en fait. Et c'est vrai que, bon, ceux qui n'ont pas de parents peut-être immigrants ne comprendront pas ce truc, mais c'est vrai que pour eux, je sais que quand j'ai finalement eu la discussion avec mon père et que il a eu la même réaction un peu de ton père qu'aujourd'hui, à mon frère qui dit ton père regarde le live, attention. Aujourd'hui, c'est lui qui vante partout que ma fille a étudié en communication, elle est bonne et tout. Et quand on a eu cette conversation, il m'a dit qu'au fait, il voulait pas mon mal, il voulait mon bonheur. Et lui, il voit comment lui, il a souffert dans le processus d'immigration. Il est parti du Congo très jeune pour partir en Europe. Je sais que là-bas, vous, en Europe, c'est une autre réalité que la réalité du Canada, surtout au niveau du racisme et tout. Et il s'est battu pour juste arriver même à financer ses études, faire venir ma mère ici. Et il se dit... de mon papa, c'est la même chose. Ça, donc il dit, moi, je ne me suis pas battue comme ça pour que mes enfants, au final, puissent vivre d'un petit salaire minimum et puissent se contenter du minimum. Je me suis sacrifiée pour que mes enfants vivent des grandes choses. Et c'est pour ça que d'un côté, je comprends que ça ne vient pas d'une mauvaise foi. Ça vient d'une bonne chose, mais comme tu as dit, des fois aussi, nous, on doit prendre le courage de dire non. C'est ça. Et moi, j'ai dit à mon père, tu sais, papa, à travers ton parcours, eh ben, tu me l'as transmis aussi, tu m'as transmis la détermination. Ne pas abandonner. Quand je vois là d'où tu viens, tu as quitté Kinshasa, tu avais 21 ans. Tu avais 21 ou 20 ans. Ensuite, tu es parti étudier en Belgique, tu n'avais rien. Mon père, il vendait des perroquets. Mon père, il vendait Peut-être il s'est senti. Peut-être il sans savoir. Mon père, il faisait des business bizarres, il vendait des perroquets, des trucs comme ça. Ensuite, il a fait venir ma mère. Ma mère, elle avait 17 ans, elle ne parlait pas français. Ils habitaient dans une bicoque. Ensuite, quand mon père a fini ses études, ma mère, elle voulait rentrer. Mon père, il avait un poste qu'on avait proposé à Lubumbashi, mais ma mère, elle ne voulait pas rentrer. Ensuite, ils ont immigré en France. Ils ont galéré. Et quand moi, j'étais dans mon parcours d'immigration aussi au Canada, et je repensais au parcours de mon père, je disais non, moi, je ne peux pas abandonner. Parce que moi, ce que je vis, lui dans les années 70, c'était encore pire. Là, c'est encore plus simple, mais lui, dans les années 70, ça, en plus, l'Europe, mon Dieu, c'était pire, tu comprends? Et je dis ça à mon papa, je dis papa, n'aie aucun regret parce que tu m'as transmis la détermination. Quand je regarde ton parcours, je suis tellement fière de toi que j'ai envie de faire comme toi. Malgré tout, même si je ne fais pas la comptabilité, tu resteras mon exemple. Tu m'inspires, tu es mon inspiration. Il faut les mentionner quand même. Oui, exactement. Donc, il faut leur dire. Moi, je dis à mon père, papa, je t'aime. Moi, je n'ai pas grandi dans ça. Tu comprends? Moi, je n'ai pas grandi dans des jeux. C'est moi qui leur ai appris. Papa, je t'aime. Première fois que j'ai dit ça à mon père, j'avais 22 ans. Tu vois, sérieux? Oui. Moi, je n'ai pas grandi dans ça. Hein. Ça va commencer par où? Eux, leur je t'aime, c'est ça veut dire je t'aime. Maintenant, mon père, il me le dit par message. Des fois, je dis, moi, ma fille, je t'aime. Il me le dit. Il ne le dit pas tout le temps non plus. Mon père, c'est un bon Congo. Donc, il va pas me le dire tout le temps. Mais il me le dit, tu vois. Donc, c'est ça. Communiquer. Être transparent. Communiquer. Même moi, c'est ici que j'ai commencé à appeler mon père papa. Tu sais, au Congo, nous tous, on a l'habitude d'appeler nos pères, nos mères par les noms que leurs petits frères, la famille les rappelle. Oui.
et j'ai appris à appeler mon père papa. L'appeler Wow. Ton père, il est au Congo ou il est Il est avec toi au Canada? au Congo, il est au Congo. Oh, oh là là, mon Dieu, ça doit être aussi dur, hein, la distance. Hein. Ouais, au début, c'est dur, mais le plus tu grandis, le Ouais, plus tu comprends qui est l'importance du père dans ta vie, exactement. ça se rappelle vraiment. Oui, il y a des moments où tu peux l'appeler, tu dis, ah, en ce moment, il dort. Je peux pas Ouais. l'appeler. Non, mais le plus important, c'est quand déjà ta maturité, tu comprends ça, la vie d'un père est importante dans ma vie, même si j'ai grandi, c'est là que tu brises toutes les glaces maintenant. Oh, super, super. C'est des barrières, comment dire, des malédictions générationnelles en quelque sorte qu'on est tous chacun à notre manière en train de briser, surtout par le je t'aime. C'est une génération avant peut-être, dans ta famille, ton père a peut-être jamais dit à ses parents je t'aime et que maintenant lui il a un enfant qui lui dit je t'aime, il a un enfant qui l'appelle papa, il a un enfant qui lui dit je suis fier de toi, j'aimerais devenir Ah, comme toi. C'est des malédictions générationnelles dans lesquelles on ne communique pas, qu'on est en train de on brise, briser. on brise, c'est vrai. Ça Quand on brise, se rend compte qu'on brise des hôtels. Hein. ça Eh, brise tout ça. Mon père, les conversations, c'était l'école et le soccer. C'est tout. Ouais, ouais. Si on ne parle pas de l'école et du soccer, on ne va pas parler. Mhm, On va mhm. vraiment pas parler. Mais depuis que je suis ici, on parle de tout et de rien. Même quand j'ai sans tabou, je me dis, waouh, je Waouh. vais me taper avec mon père pendant 30 minutes. Si j'étais au Congo, mais Ne euh, parlez pas. je n'allais pas parler. Même Waouh. pas par où je devais commencer. Mhm. Mais quand tu prends du courage, tu vois que c'était même pas dans sa tête. Depuis là-bas, c'était même pas dans sa tête. Si j'avais ce courage depuis là-bas, ça allait être la même chose. Mhm. Là-bas, on n'a pas des enseignements comme ça. Mhm. Là-bas, on a des formations comme ça et on grandit déjà avec une mentalité là déjà. Tu es né, c'est l'école, maison, tu dois devenir médecin, tu dois devenir avocat. Donc, chez nous, c'était même pas les époques de Kylian Mbappé qui pouvait dire à son père, papa, je vais jouer et devenir un jour comme Kylian. Personne. Mhm. Personne. Impossible, pour lui, c'est pas un métier. Et c'est ça, moi, dans la formation des talents que je donne, dans un des exercices, je demande aux gens de retourner dans leur passé parce que c'est la base. Parce que je me rends compte que durant ma formation, il y a plein de gens qui ont des blessures d'âme. Et leurs blessures d'âme viennent de quand ils étaient petits. Et t'avances, c'est comme si tu avances avec des cailloux sur toi, des machins, des rochers. Tu vas aller où avec ça? Et les Mais gens oui, avancent comme ça, mais ça les ralentit. Ils sont fatigués, ils sont chargés. Ils ne se sont pas débarrassés de certaines choses. Et des fois, il y en a une carrément, elle avait subi des attouchements quand elle avait 2 ans. Elle avait 4 ans, je crois. Et du coup, elle avait fait abstraction de tout. En fait, de 4 ans à 7 ans, elle avait des attouchements. Donc, tout ce qui s'est passé dans sa vie avant 7 ans, elle a tout effacé. Wow. Elle a tout effacé, elle a tout effacé. Et quand du coup, quand j'ai donné cet exercice où elle devait aller, il y a l'exercice où tu dois te regarder devant un miroir et te dire des paroles positives. Ça, cet exercice, il y en a plein qui n'osent même pas le faire, tu t'en rends compte? Il y en a plein qui n'osent pas. Ils ne veulent pas se regarder dans le miroir. Et un autre exercice où je demande aux gens de retourner dans leur passé et d'écrire qu'est-ce que tu disais de toi quand tu étais petite. Moi, quand j'étais petite, je disais de moi que j'allais être une star, que j'allais passer à la télé, que j'allais vivre en Amérique. Aujourd'hui, je vis en Amérique. Mais je disais ça, que j'avais peut-être 5 ans. Dépêche-toi, il y a mon fils qui me dérange ici. J'avais peut-être 6 ans, tu vois. Je dis, qu'est-ce que tu disais de toi quand tu étais petit? Parce que c'est quand tu es petit que j'ai encore mon côté chrétien. Tu es tellement innocent, tu te parles, tu comprends? Parce que quand tu es innocent, quand tu lis la Bible nous dit laissez venir à Jésus disait aux enfants, laissez venir à moi les petits-enfants. Les enfants, c'est tellement bon pur. Alors, c'est à cette période-là de ta vie que, en fait, tu dois prendre ce que tu disais de toi, ce que tu voulais faire à cette époque-là. Et souvent, la vie, les coups de la vie, la société nous met des coups qui font qu'on n'y croit plus à ces choses-là. Tu comprends? Oui, Voilà, ça n'existera pas. Même les parents, la famille, les tantes, les machins. Donc, tu oublies tout. Tu dis, oh, c'était un rêve d'enfant. Non, non. C'était pas un rêve d'enfant. C'est ça que tu devais faire. Donc, je leur demande de retourner. Tu disais quoi de toi? Et du coup, la fille, elle a retrouvé des images de corps, machin.
C'était vraiment, elle a commencé à écrire, le gars me disait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Elle a sorti une liste des personnes qu'il avait violées, elle avait jamais osé dire ça à son père, elle est partie dire ça à son père. Elle a refait un voyage au Cameroun pour aller parler de ça à son père, pour lui dire que ton frère, il m'avait fait ceci, Wow. c'était quelque chose, mais ça l'a libérée. Oui, ça l'a libérée, ça l'a libérée. Aujourd'hui, elle a repris ses études de pharmacie et elle est bien, tu vois. Elle a repris ses études de pharmacie parce qu'elle veut être pharmacienne. Et puis voilà. Et puis moi, j'encourage les gens, même si tu as 50 ans, tu vas retourner à l'école. Si ça a un rapport avec ton talent, tu retournes à l'école, ça fait, il n'y a pas de retard. Oh non, et toi, à 30 ans, tu vas aller à l'école. Non, non, non. Il n'y a pas de zoba ici. Non, c'est ça. Des conversations comme ça, comme tu as dit aussi, tu peux passer une journée où la société te donne des coups, le travail te donne des coups, mais dans votre famille, si vous êtes vraiment civilisé et que chaque soir ou chaque soir et chaque un jour et demi, vous tapez des conversations comme ça, Très bien. ça, Très ça, bien, oui. ça te rend fort chaque jour. Tu Ça, deviens c'est plus très bien. C'est ça que je fais avec mes enfants. On me dit, allez, réunion de famille. Et puis chacun a la parole. Et puis ça, c'est mon mari qui l'a instauré en plus, hein, pour te dire. wow. Réunion de famille, allez, chacun a la parole. Bon, toi, Elisa, allez, parle. Bon, bah, et puis c'est là qu'elle profite pour faire des reproches à leur père. Bon, papa, la dernière fois, comment tu avais parlé? Les règlements de compte. Et à la fin, tout le monde doit se dire je t'aime et tout le monde doit se faire un câlin. Wow. Et je vous dis, ça fait une différence vraiment. Et des fois, je regarde mes enfants, je dis mon Dieu, mes parents m'ont très bien élevé, j'ai grandi avec beaucoup d'amour. Hein. Mais j'aurais tellement voulu avoir ça. Et bon, c'est comme ça. Je me dis, si j'aurais eu ça, peut-être que j'aurais perdu moins de temps. Mais en vrai, ben, c'était la vie. La vie est comme ça. Mais oui. Moi, il y a deux choses que tu as dit qui m'ont frappé. Déjà, le truc de qu'est-ce que tu disais toi quand tu étais enfant, parce que c'est fou. Tu parlais, je réalisais que quand on est enfant, c'est la première étape de la vie parce que d'une manière indirecte, on se voit réellement pour qui nous sommes. C'est ça. Parce qu'on n'a pas la pression du travail, on n'a pas la pression de payer des factures, Ça. on n'a pas la pression. Si normalement, là, je veux dire, c'est sûr que c'est pas pour tout le monde parce qu'il y a certaines personnes qui sont dans des familles qui sont malheureusement déséquilibrées. Mais si tu as deux parents aimants qui te donnent un amour suffisant pour te sentir en sécurité, c'est là que tu te dis, oh, moi j'ai envie d'être un super-héros, moi j'ai envie d'être un pompier, moi j'ai envie d'être ci, etc. Et c'est là que tu te vois pour la première fois réellement pour qui tu es. Et tout se gâche quand tu es confronté aux premières injures, quand tu es confronté aux premières oppositions, quand tu es confronté aux premiers non, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, c'est ça. Et c'est là qu'on te détruit un peu petit à petit. C'est ça, parce que moi je dis ceci, je dis, regarde quand tu étais enfant, ce qui te fascinait. Moi, j'étais fascinée par... moi, bon, en grandissant même, Oprah Winfrey m'a toujours fascinée. Maintenant, pourquoi c'est Oprah qui me fascine? Pourquoi c'est pas Beyoncé? Parce que Oprah a quelque chose en elle que moi aussi j'ai. Tu comprends? Quelque chose. Oprah a quelque chose en elle que moi aussi j'ai. C'est pour ça que ces choses-là, c'est comme un aimant. Ça va m'attirer automatiquement. Pourquoi c'est pas Beyoncé qui m'attire? Pourquoi c'est pas, je sais pas, c'est Oprah? Pourquoi? Parce qu'elle a quelque chose en elle qui va m'attirer. Quand j'étais petite, j'aimais trop les Cosby Show. J'étais attirée par... En fait, je regardais les séries, pas comme une série pour rigoler, je regardais les jeux d'acteurs. Mais pourquoi je regardais ça comme ça? Oui, elle n'a pas fait son truc. Elle, son texte, j'avais 6 ans. Comment tu vas comparer le texte? Tu comprends? C'est mon père qui me l'a rappelé la dernière fois. Il m'a dit, mais toi là, depuis je ne regardais pas les séries comme tout le monde. Je regardais toutes les séries et je décortiquais. Tu vois? Mais pourquoi? Tu vois? Parce qu'il y avait quelque chose qui m'attirait là-bas, c'est l'élément. Et je leur dis, qu'est-ce qui te fascine? Qui te fascinait? Qu'est-ce qui te fascinait? Et c'est là que tu vas comprendre. C'est là, ça te donne déjà une piste pour ton talent. Donc, les gens qui viennent me voir, j'ai pas de talent, ça n'existe pas. Ça ne se fait pas. On a tous, minimum, un talent, tous. C'est inné, c'est gratuit. Le talent, c'est gratuit. Ça ne demande pas d'argent, ça ne demande pas je ne sais pas quoi. Ça demande juste de le reconnaître et d'y croire. C'est tout. Et de le fructifier. De le fructifier, surtout. Ça c'est l'avant-goût du 22 juillet. Tout ça va se passer au 3040 Ouest, rue Sherbrooke. Donc, la salle, ça se trouve au collège Dawson, au métro à Trois-Terres. Donc, les billets pour les adultes, 18 ans et plus, $35, 18 ans et moins, $25. Donc, moi,
Moi, je ne m'attendais pas à ça. Mon réveil a sonné, je suis réveillé, je ne m'attendais pas à écouter des bombes comme ça. Oh, le 22 juillet, j'imagine déjà. Ouais, ouais. Il y a un autre truc que tu avais dit tantôt aussi, c'était par rapport à la géolocalisation. Elle a dit d'aller dans des endroits avec des verdures. Ah oui, j'aime. Mais Olivier l'a mentionné tout à l'heure indirectement quand il a dit, c'est seulement quand je suis venue ici que j'ai commencé à appeler mon père papa. Tu as vu, hein. Et c'est là que je vois que ce que tu disais dans un sens, c'est vrai que des fois, quand tu es dans un certain endroit, c'est comme si ça te Ah ouais? bloque et ça t'empêche de fleurir comme tu es supposé fleurir. Tu Exact. vas faire une course là, tu as une chose dans ta tête, tu vois juste le devant. À la maison, on t'a dit la réussite d'une vie, c'est l'école. Point final. Voilà. Donc, vu dans cette bulle-là, tu es comme ça, tu vois pas qu'est-ce qui se passe à côté. Ouais, Tu comprends? ouais, ouais. Mais ici, en grandissant, on a compris que non, ces affaires-là, ça doit participer et ça pousse l'amour à grandir chaque jour. Exactement, exactement même. C'est pour ça qu'on dit même, on dit que voyager, c'est important de voyager, d'aller découvrir d'autres cultures parce que ça ouvre l'esprit. Ouais, ouais. Ça, c'est. Moi, la culture française, les Français, ils blaguent avec leur voyage. Ah, Français avec juillet, août, vacances d'été, ils ne sont pas là comme nous, les Congolais, on est chez tonton Tantine. Ah, Ouais. Tantine là-bas à Saint-Denis. Ouais. Ah, ils voyagent, ils économisent pendant 8 mois pour voyager. Parce qu'ils disent que ça ouvre l'esprit d'aller voir d'autres cultures, d'aller voir de la manière dont les gens travaillent, dont les gens vivent. C'est super important. Voyez. Donc oui, ça c'est, comme il a dit, quand tu restes dans ton endroit, moi j'avais grandi en France et je suis née en France, donc j'avais cette culture-là et puis j'avais mon cercle d'amis, j'avais mon environnement, c'était comme ça, point barre. Tu vois. Et je n'étais pas ouvert d'esprit, j'avais des œillères, j'étais focalisée comme ça. Et il a fallu que je parte. Et Dieu sait pourquoi c'est le Canada. Il sait pourquoi il a choisi le Canada. Et j'aurais jamais imaginé dans ma vie d'ailleurs. Enfin, bref. Et, mais c'est pourquoi. Et quand je suis ici, maintenant que je vis ici, ben, je comprends pourquoi. Quand je vois l'épanouissement de mes enfants, quand je vois la mentalité, quand je vois la façon de vivre, ben, ça me correspond aussi à mon caractère. C'est ça. Et je sais, bah, j'aime beaucoup la France. J'aime beaucoup la France. Mais je sais que j'aurais jamais pu faire ce que je fais ici. Ah. En 3 ans, ce que j'ai fait, la France, je n'aurais pas pu. C'est impossible. Parce que je ne suis pas enfant de. Je ne sors pas de la Sorbonne. Vous savez, j'étais. Moi, j'ai un bac en comptabilité. Le bac, c'est diplôme d'études secondaires. Hein. Et j'ai travaillé à Radio-Canada en tant que journaliste. Vous pensez qu'en France, ça allait commencer par où? C'est comme si avec un bac, j'allais travailler à TF1, n'importe quoi. Et puis, c'est pas moi qui est parti, c'est eux qui sont venus me chercher. Tu comprends? Wow. Ah, c'est eux qui sont venus me chercher, c'est pas moi. Aujourd'hui, je fais des petites chroniques, des petits contrats aussi avec eux. Mais avant, j'étais employée. Après, j'ai préféré parce qu'il y avait conflit d'intérêt avec ce que je faisais à côté. Tu vois, donc je me suis dit, bon, mais la porte est toujours ouverte, tu vois. Mais j'aurais jamais pu. Mais eux, ils ont cru, c'est le talent, encore une fois. Ouais. C'est pas le diplôme, hein. Minimum. C'est le talent. Minimum. Voilà. Le talent, ça va te faire des choses, mais terribles. Terribles que ton diplôme ne peut même pas donner. Je ne dis pas qu'on parle à l'école. Hein. Et attention. Non, pas dit ça. Mais quand même, il faut savoir comment distinguer les choses dans la vie. Exactement. On a grandi, on distinguait rien, on avait juste une seule focus et ça détruit plusieurs familles. Pas détruit, mais ça évité à découvrir les bonnes choses, c'est les autres. Et Exactement. je peux dire aussi, dans nos familles, on nous mettait en compétition avec nos frères et sœurs sans le savoir. Il y a ta sœur qui a réussi à l'école, toi, tu as fait moins de pourcentage que lui, tu vois, elle a des cadeaux, toi, on te dit, tu dois réussir pour avoir des cadeaux. Et d'autres personnes, ça les motiver, d'autres aussi, ça les briser encore beaucoup. Chacun son caractère, bien sûr. Oui, oui. Chacun son caractère, chacun sa personnalité. Ça, c'est vrai. Ouais, ouais. Mais bon, c'est à nous de comment dire, de montrer, ben, du coup, parce que je crois qu'on est toutes de la même génération, la première génération qui brise, les barrières, ben, nos parents, quand ils vont voir qu'on réussit, ben, ils vont se remettre en question.
Ils vont se remettre en question. Ça fait plaisir, Olivier, quand je t'entends dire, ben, j'appelle mon père papa. Mais c'est juste waouh. Hey! Ouais. Tu demandes, tu expliques ça à un Français, un Canadien, il va rien comprendre. Il dit, pourquoi il Il va blague? Tu vois? rien. Il blague avec notre culture, là. Oh, oh. Parce que Il blague avec notre culture. tu es né, la personne qu'on dit que c'est ton père, on l'appelle déjà par un nom. Tout le monde, que ce soit tes grandes sœurs et grands frères. Mais toi, tu vas faire quoi? Je vais l'appeler comme ça. Ouais. C'est fou, hein? Mais ce qui est vrai, c'est que la réussite et notre réussite est un témoignage aussi pour eux et un apprentissage aussi pour eux que c'est possible et que c'est vrai qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome et que la définition de réussite, c'est différent pour chacun. Je veux dire, pour toi, ta réussite, c'est de partir au Canada, briser les barrières, briser les tabous, briser les normes. Pour toi, Olivier, ta réussite aussi, c'était différent. Pour moi, ma réussite, c'était différent. Mais notre réussite est témoignée au travers de notre bonheur, du sentiment de bien-être qu'on a, les petites étoiles qu'on a dans les yeux, qu'on fait ce qu'on fait. Exactement. Et tout ça, ça se crée tous les jours. Tu sais. C'est pas la vie qui va te le donner. Hein. C'est toi qui vas le créer. Voilà. Quand moi je parle avec mon père, j'arrive à comprendre que, en gros, c'est aussi pas vraiment de l'air Faust. Et ils sont nés au village, grandis au village. Et au village, là-bas, la façon dont ils nous racontent leur vie, c'est vraiment très, très. Toi aussi, tu as eu l'histoire de qu'ils allaient à l'école 20 km à pied. C'est ça. C'est ça. L'école, je ne sais pas moi où. Et ils habitaient, je ne sais pas moi où, ils devaient revenir à la maison, aller chercher de l'eau. Les garçons devaient aller chercher de l'eau, revenir. Les filles devaient balayer, je ne sais pas moi combien d'étendues d'une grosse messe. Des affaires comme ça. Donc, c'était difficile et ils n'avaient vraiment pas aussi le temps parce qu'ils nous voyaient comme des diamants. L'or, ils ne veulent pas nous perdre. Et à cause de ça, la pression, c'est tout ce qui a causé ces réalités. Mais aujourd'hui, en nous, ce sont des réalités on prend ça positif. On prend tous les défauts au passé et ça, on transmet ça à nos enfants pour leur faire devenir forts. Exactement. Donc, nos parents voyaient que leur réussite en nous. Comprends? Oui, oui. Moi, je vois ma réussite en moi. Je veux que mes enfants réussissent. Et ma réussite, c'est moi. Mais nos parents, c'est pas de leur faute, comme tu as dit. Ils voyaient leur réussite en nous parce qu'ils ont tellement grandi avec peu. En tout cas, moi, mes parents n'étaient pas d'une famille riche du tout. Donc, ils ont tellement grandi avec peu. Et puis, quand ils sont arrivés encore en France, en Europe, c'était la galère. Donc, ils sont venus en France. Mon père, il me dit tout le temps, moi, je suis restée en France pour vous. Pour vous, parce que je voulais que mes enfants, je voulais donner cette chance-là de grandir dans un pays où l'école est gratuite, tout ça, tout ça. Donc, eux, ils voyaient la réussite en nous. Mais moi, je vois ma réussite en moi, pas en mes enfants. Oui. Demain, mes enfants vont travailler. Je ne vais pas faire comme nos parents. Oui, les parents, quand on travaille ici, là, ma mère, on appelle. Il y a une facture, là. Et puis, il y avait tellement de mamans qui étaient venues, on a parlé, maintenant. C'est ma maman. Donner l'argent des sucrés, donc. C'est comme ça. Tu vois, mais moi, dans ma tête, ben, l'argent de mes enfants, c'est l'argent de mes enfants. C'est l'argent de mes enfants. Elle me donne, tant mieux, elle me donne pas, tant pis. Tu comprends? Mais nos parents, c'est pas de leur faute parce qu'ils ont grandi comme ça. Tu comprends? C'est comme ça. Donc, nous, encore, je dis, on est la génération qui vient casser ça. On casse tous les. C'est une lourde responsabilité, hein? Honnêtement, c'est une lourde responsabilité, mais moi, je pense pour la génération après nous, ça va être tellement bénéfique parce qu'ils vont arriver à un niveau que, ben, je dirais que les Européens, les Américains, eux, sont déjà arrivés. Et nous, on a encore ce petit retard, tu vois. Mais que si plusieurs d'entre nous arrivent, ça fait que dans la génération d'après, il n'y aura plus autant de personnes qui auront cette responsabilité de devoir encore briser. On nous appelle, je ne sais plus qui c'est qui me dit, c'est génération sacrifiée. Ah! Génération sacrifiée. C'est où? Non. Ouais, c'est qui va détruire tout ça. Vraiment. Ce sont des bonnes choses parce que, écoute, moi, je suis seul, j'ai déjà compris ça, mais je ne pense pas que j'aurai un enfant. J'aurai comme 3, 4, je ne sais pas moi combien, et ils seront beaucoup pour apprendre aussi à l'air des temps.
Donc, Oui, toi, tu es l'union. fils unique? Tu es seul, tu es fils unique? Non, on est né à Ok, 11. ok. Donc, Ouais. Et tu es seul ici au Canada? non, pour l'instant, je suis avec mon Ah, c'est frère. C'est suivi en arrière. ça, c'est Mais avec les temps, mon père a l'ambition que nous tous, les 11, on puisse vivre ici. non, je vous le souhaite. Mais merci. Je vous le souhaite vraiment. Moi, j'ai l'ambition que mes parents viennent ici. Ils me manquent trop. Ouais. Ben, on parle avec eux, on aborde ces sujets, vous savez, et leur cœur est déjà rempli de plaisir. Nous voir ici, Oh. parce que moi, je parle de survivants parfois. Mon père, on aborde des sujets. Tu vois ça comment? Tu vois ça comment? Je lui ai même parlé du thème. Mhm. Lui, quand il dit ça, il est comme dans le nuage. À un moment donné, j'ai l'impression que je dois lui dire, est-ce que tu m'écoutes pour revenir? Ah, Et tu comprends? So, déjà, ça, ils voient ça déjà comme plus grand qu'ils attendaient de nous. Et débarquer ici par nos moyens, je pense, il peut même piquer crise de joie. ah, ah, je le souhaite. Il est déjà venu tes parents sont déjà venus te visiter? Non. Mes parents, en dehors du Congo, ils sont jamais Oh, allés. ok, ok. Oh mon Dieu, quand ils vont venir pour la première fois, ils vont Pour la être. première fois, voir tous ces gens, l'autobus, le métro et tout, ça sera. Waouh, waouh, en tout cas, je le souhaite. Faut qu'ils voient où vous vivez, où les enfants vivent. Mm. Ouais, c'est Ça va important. leur faire du bien. Ils seront encore plus fiers. Ramener des petits enfants là-bas Je te aussi, ça. jure. Oh oui. Bah, je pense que ça, quand il y aura les petits enfants, mes parents viennent 2 fois par an parce qu'il y a les petits enfants aussi. Hein. Ah, ok. Ouais, ça joue beaucoup. Ouais, ça aussi. Ouais, ça joue beaucoup. Donc, c'est ça. Ok, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nous, pour les survivants? Un mot de la fin. Moi, je dirais, ceux qui sont là et qui nous écoutent, je ne veux plus entendre des histoires de oh non, j'ai pas de talent, je connais pas ma vocation. Il y a encore 5 minutes, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message comme ça, avant d'entrer dans le live. Moi, je connais pas ma vocation. Cherche. C'est pas moi, je cherchais ma vocation chez les autres, chez mon mari, chez les autres. Et c'était jamais ma faute, hein. C'est toujours la faute des autres. Mais quand j'ai décidé enfin de m'asseoir, de me remettre en question et de la chercher en moi, et ben c'est là que je l'ai trouvée. J'ai fait un travail sur moi et c'est là que j'ai trouvé. Et quand j'ai trouvé, j'ai décidé de ne jamais abandonner. J'ai pris la décision de persévérer, de ne jamais abandonner. J'ai dit, si d'autres ont réussi, pourquoi pas moi? Yeah. Voilà. Et si moi, j'ai fait, en 3 ans, j'ai pu faire, je le dis, en 3 ans, j'ai fait tellement de choses que je n'avais pas fait en 34 ans. Parce que je me suis accrochée à mon talent. J'ai fait 100 diplômes journaliste, et puis pas journaliste dans les trucs du quartier. Et journaliste à Radio-Canada, tu comprends? Wow. 100 diplômes de journaliste. C'est parce que c'est le talent. Tu dois absolument découvrir ton talent, donc, parce que c'est ta mission de vie. Et le gros déclic a été quand j'ai perdu, du coup, tu vois ma cousine que je t'ai dit au début, que j'étais partie en vacances, elle est décédée le 20 février d'un cancer du sein. Ouais. Alors, comme ma cousine, avant qu'elle décède, elle était à l'hôpital d'Ottawa, 2 semaines avant qu'elle décède, elle avait vraiment la peau sur les os. Tu sais, j'ai regardé, ma cousine était médecin, ma cousine, elle était belge à la base. Elle a fait des études de médecine, pendant toutes ces études de médecine, je me disais, c'est quand tu dois te marier? Tes études, depuis que tu fais les études, là, c'est bien beau, c'est bien beau. Ils sont jamais contents, ces gens-là. Quand tu fais pas d'études, tu fous rien. Quand tu fais des études, ça dure trop longtemps. Bref. Elle a fait ses études de médecine, elle est partie directement au Canada. Arrivée au Canada, c'était sa terre promise aussi. Elle a rencontré son mari, elle a eu 6 enfants. C'était un bon médecin, ma cousine vivait bien. Et elle avait pour vocation d'aider les autres. Moi, elle m'a aidée, mais elle a aidé tellement de monde autour d'elle. C'était une femme de foi. Non seulement elle guérissait les malades, mais elle guérissait les cœurs aussi. Et c'est le tremplin que Dieu a utilisé pour m'amener ici, pour accomplir sa parole. C'est ma cousine qui l'a utilisé. Quand ma cousine est partie, j'ai vu comme ça son lit d'hôpital asséché. Ce cancer, le médecin dit que c'était un cancer foudroyant. C'est-à-dire qu'elle a tout essayé. Plus rien. Quand elle est partie, j'ai mis du temps. Et encore là, je sais que voilà, c'est comme ça. Mais j'ai mis du temps à comprendre, à l'accepter. Tu comprends? Et avant qu'elle parte, c'était une
semaine avant qu'elle parte, elle m'a parlé de moi. Elle était en soins palliatifs. Elle était très affaiblie, mais elle m'a parlé pendant 3 heures. Wow. Elle m'a dit, Priscilla, tu vois ce que tu fais, tu te dois de continuer. Tu te dois de continuer, Priscilla, n'abandonne jamais. Vis pour toi. Ensuite, tu vis pour tes enfants. Ensuite, tu vis pour ton mari. Mais vis d'abord pour toi. Elle m'a donné, en fait, tu vois, elle était en train de me dire au revoir. Elle m'a parlé pendant 3 heures. Elle m'a dit tellement de choses. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit non, Priscilla, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu ne peux pas abandonner. Tu vois, tu dois t'accrocher. Tu ne peux pas abandonner. La vie, là, elle est trop courte, mes amis. La date de, tu sais comment, quand tu es moi qui suis enceinte là, je sais que, oh, ma date, machin, c'est environ tel jour. Date d'accouchement environ tel jour. Mais tu ne sais pas quand tu meurs. Tu peux sortir de chez toi ou ne jamais revenir. Alors, prendre chaque jour comme une grâce et ne pas gaspiller tes journées. Vous savez, moi, chaque fin de journée, je fais un bilan. Depuis que j'ai vu ma cousine mourir comme ça, elle avait un peu sur les jours. Chaque soir, je fais l'examen. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai semé quelque chose de bon? Est-ce que j'ai donné de l'amour? Est-ce que j'ai aidé les bonnes personnes? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ce que j'ai fait de mal, je prie, je demande pardon. J'ai pas envie d'avoir un truc. Je ne gaspille pas mes journées. Les secondes, les minutes, les heures, c'est sacré. Vous comprenez? Ouais. On ne les gaspille pas dans les futilités, dans les distractions, dans la diffamation, dans la méchanceté, dans la critique, à regarder des vidéos sur YouTube à 2 balles. Toute notre communauté, elle est très, très spéciale. Donc, tu te dors, tu te réveilles, un nouveau dossier. La communauté congolaise, non. Aïe, c'est une communauté remplie de talents au Congo. Mon Dieu. Talent. Tu vois des talents que tu ne savais même pas que ça pouvait exister. Tu ne savais même pas que ça pouvait exister, mais quelle distraction dans ce pays. Quelle distraction des talents gaspillés. Donc, je dirais, prenez les heures, les secondes, les minutes comme quelque chose de sacré. Ne les gaspillez pas. Parce que la vie, c'est un cadeau divin. Chaque jour, dites merci. On a tendance à se concentrer sur les choses qu'on n'a pas. Ça, c'est une erreur terrible. Concentrez-vous sur ce que vous avez. Vous allez voir comment vous avez avancé. Moi, ce matin, je me suis réveillée. Il y avait un mood bizarre là. Un mood de bizarre. Des fois, il y a des jours comme ça, tu te réveilles, tu as un mood bizarre, tu en fais à la terre entière. Je me suis arrêtée. Je dis, Priscilla, commence à regarder, à dire merci pour tout ce que tu as. J'ai commencé à dire merci, Seigneur, mes enfants sont en bonne santé. Il y a des enfants qui sont à l'hôpital, je suis désolée. Il y a des enfants qui sont malades. Moi, mais j'ai 5 enfants ici étalés devant moi en très bonne santé. Merci, Seigneur, tu m'as donné. J'ai la vie en moi. Il y a des femmes qui cherchent, qui n'ont pas. Mais moi, tu m'as donné. Et puis, sachant qu'à 19 ans, on m'avait diagnostiqué stérile. C'est encore une autre histoire. Et aujourd'hui, oui. Et ma première grossesse, c'était des jumeaux. Vous savez comment Dieu a confondu? Moi, la stérile. Maintenant, je rappelle à Dieu tout ce qu'il m'a donné. Merci, merci, merci. Mes amis, ça, c'est le secret de la réussite. Remerciez. Ne vous concentrez pas sur ce que vous n'avez pas. Concentrez-vous sur ce que vous avez et ce que vous avez eu, ce que vous avez obtenu, ce que vous allez avoir. Et quand vous allez trouver votre talent, fructifiez-le. Parce que c'est un péché. Non seulement c'est un péché de ne pas trouver son talent, mais de ne pas en vivre, c'est un péché. Je le dis. Il y a des péchés, mentir, machin, mais quand tu as un talent, tu ne vis pas de ton talent, c'est un péché. Parce que Dieu t'a donné un talent, tu le gaspilles. Après, tu vas commencer à jalouser les footballeurs parce qu'ils gagnent des milliers. Ils gagnent des milliers à courir derrière un ballon. Eux, ils ont trouvé leur talent. Toi, tu fais quoi? C'était le dernier mot. En tout cas, merci beaucoup. Avant que je laisse la parole à Olivier, je sais qu'on a beaucoup parlé de la chrétienté, mais que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien, je pense que ce message s'applique à tout le monde parce que chacun a un talent. Je la donne à tout le monde. La dernière fois, j'ai fait une conférence à Paris, il y avait des hommes musulmans, pour te dire. Wow. Ouais. Donc, que ça s'applique à tout le monde. Ne pense pas que tu dis, oh, ben, elle parlait de. Non, c'est oui, elle est chrétienne. Ma foi, voilà. C'est pour elle. Mais tu as un talent aussi qui mérite d'être découvert. Et je laisse la parole à Olivier, qui je pense qu'il y a des petits rappels à nous faire. Ben, c'est ça. Avant de faire des rappels, donc pour les lives d'aujourd'hui, on a retenu que la vie est un cadeau. Toute la journée est sacrée. Il ne faut jamais dormir avec un regret. Il faut tout
Il faut toujours, avant de dormir, te dire qu'est-ce que j'ai fait de positif aujourd'hui Yeah. pour moi, ma famille et les gens qui m'entourent. Mm, mm. C'est ça que je retenu au plus gros discours que vous avez Ben, fait. super. Et juste rappeler aux gens que le 22 juillet, c'est dans quelques jours, c'est même plus de 2 semaines là. C'est au jour à compter. Donc, les billets pour les adultes, c'est à 35 $, 18 et moins, c'est à 25 $. Ça se trouve au 3440 rue Sherbrooke-Ouest, au collège Dawson Métro à Toiteur. Donc, RDV le 22 juillet. Merci. Et puis, je vois ma petite soeur Grace qui vient de se connecter. Là, je lui fais un gros bisou. Dès que vous la connaissez. Notre marraine! Notre marraine de notre événement, Ouais, grâce. j'ai vu ça. C'est mon bébé. Salut. Bisous. À bientôt! À bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup, Olivier. Merci à pour toi. l'invitation. Ça m'a fait plaisir, en tout cas, d'être là et de partager ça avec vous. Merci, le plaisir est partagé. Ok, bye bye. Bonne soirée tout le monde. Bye. Bye.